Que vous voyez bien mon écran, c'est beau? Yes. Super, super, super. Merci, bonjour. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Ce moment où j'aurais dû mettre une petite musique de fond pour patienter tranquillement. Bon, je pense que je vais commencer, puis au pire, les participants, participantes nous rejoindront pendant que je ferai mes petites remarques d'introduction. Donc, avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, certains d'entre nous rejoignent cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, respecter et reconnaître ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau, sur lesquelles je vous rejoins personnellement aujourd'hui. Je tiens aussi à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions pour participer à ce bel échange. Euh, donc, on est évidemment à la, à la mi-session de la COP. On est pile à la première semaine. La première semaine est passée. Puis, on a certaines personnes qui nous rejoignent de Dubaï. Mais j'aimerais quand même situer aussi cet événement, ce petit webinaire dans le cadre des dialogues pour le climat. Donc, les dialogues pour le climat, euh, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles en parallèle de la COP 28. Et c'est une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP ou même des enjeux environnementaux et québécois et canadiens. Puis je tiens évidemment à remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui nous ont permis vraiment l'organisation de ce bel événement. Euh, je voudrais mentionner que cet événement est enregistré, donc il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, ben, vous pouvez couper vos caméras et ne pas ouvrir vos micros. Puis pour ce qui est vous allez pouvoir vraiment poser des questions comme vous le voulez dans une période de questions qui sera privilégiée à la fin du panel, lorsque tous nos panélistes auront, seront intervenus. Mais sinon, vous pouvez poser des questions dans le chat sans problème tout au long du panel, puis on les prend en note et vous pourrez les poser à la fin. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau panel. Merci à Louis Ramirez, notre animateur, d'être là avec nous, puis je le laisse présenter nos panélistes. Allô, salut tout le monde. Bon, merci de nous rejoindre. On va commencer par Rodrigue, puisque tu es en bas à gauche de mon écran, par se présenter, peut-être un petit peu notre parcours, nos pronoms, mais aussi où est-ce qu'on est, puisque juste avant le début de l'appel, on a quand même constaté qu'il y avait une certaine disparité géographique dans ce panel en ce moment. Pour des raisons qui sont finalement connexes au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, Rodrigue, je vais t'inviter à commencer. On a un panel de personnes ultra intéressantes qui ont des expériences vraiment diverses, d'histoires absolument ahurissantes de la mobilisation citoyenne au Québec et qui ensemble représentent quand même une certaine sagesse en matière de mouvements sociaux. Je vois Anne-Céline un peu comme tousser quand je dis ça. Du coup, on va peut-être commencer par un petit peu parler de nous, qu'est-ce qui nous amène sur ce panel, et ensuite on va commencer à discuter un petit peu de l'histoire du mouvement écologique au Québec, des pierres sur lesquelles on se tient debout en ce moment et de qu'est-ce que ça peut représenter pour la situation actuelle. Donc, Rodrigue, je te laisse y aller. Merci beaucoup, Louis. Merci au Dialogue pour le climat pour l'invitation. C'est très apprécié. C'est ça, je m'appelle Rodrigue Turgeon. Je vous parle depuis le territoire non cédé Anishinaabe-Aki qui est situé là au nord-ouest du Québec et dans la ville de Val-d'Or. Et voilà, mes pronoms il et mon pronom il. Et je vous parle aujourd'hui de cette formidable aventure qui a été celle du collectif Abitibien Gazoduc, parlons-en. Et de ce gazoduc, on va en parler justement là, au courant de la prochaine heure.
Et je suis ravi là, de me trouver aux côtés d'Anne-Céline et de Louis pour nous rappeler ces moments-là, mais plus largement revoir notre relation avec les hydrocarbures et notre surconsommation énergétique au Québec. Donc voilà, ravi d'être avec vous pour la prochaine heure et demie. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est passe la balle à quelqu'un d'autre, mais Anne-Céline a déjà pris la balle. Il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Anne-Céline Guyon. Je suis aujourd'hui en direct de Dubaï. J'ai cette grande chance d'être à la COP28. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Sachez qu'il est presque 9 heures ici, 9 heures du soir. Donc, je veux juste vous le dire pour vous dire, je suis peut-être pas, et puis une grosse journée en plus. Peut-être pas votre top de forme, là, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Puis, moi, je travaille pour Nature Québec. Présentement, je suis analyste climat-énergie. Mon pronom est elle. Et puis, tu sais, en termes de parcours, c'est ça, je suis présente avec vous ce soir pour vous expliquer un peu, pour vous raconter plutôt mon parcours de citoyenne bénévole indignée contre un projet à mon parcours professionnel et tout l'historique du mouvement à travers ça, parce que j'ai eu la grande chance de travailler à la fois sur le projet Énergie Est, puis sur le projet GNL Québec, avec notamment Rodrigue, de travailler sur l'arrêt des forages au Québec aussi. Bref, que de belles victoires en plus qu'on a obtenues. Donc, je vais essayer de vous raconter tout ça. Bon, et passer la balle, ça vient pas naturellement à tout le monde. Caroline, est-ce que tu veux te présenter aussi? Oui, donc en fait, je suis pas panéliste techniquement. Je suis ici au nom de Rare Forêt, qui était supposée d'être panéliste aujourd'hui, de mes collègues. Malheureusement, elle est très malade avec la COVID. On dirait que ça va un peu mieux. Mais en tout cas, je suis juste là pour montrer notre soutien. Et puis, je suis dans la catégorie panéliste parce que j'ai suivi son lien Zoom. Donc, désolée de la confusion. Sans problème. On espère un bon rétablissement pour Aurore et nos sympathies. C'est pas le fun, la Covid. Moi, je vais être un de nos modérateurs et vu qu'on est trois, je vais peut-être essayer de parler un petit peu plus, mais je m'appelle Louis Ramirez. Je suis arrivé assez tard dans le mouvement écologique québécois en 2018, où j'ai été un des cofondateurs d'Extinction Rébellion Québec. Et je me suis ensuite impliqué dans la défense territoriale de Kanestaké en particulier, mais aussi dans la campagne nationale des banques au Canada et dans le hub de mobilisation pour la justice climatique. Et une des raisons que finalement, en discutant avec Marie, je pense qu'on a décidé que ça pourrait faire un bon panel, c'est aussi que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du mouvement écologique québécois, en écrivant en particulier sur la manière où, au bout de 20 ans de mobilisation citoyenne, et même peut-être plus, le Québec a été une des premières juridictions nationales de ce monde, si pas la première, à interdire l'exploitation des combustibles fossiles. Et donc, autant, je pense que, comme beaucoup de militants et de militantes pour l'écologie, on est très à l'affût de l'urgence, de la destruction qui se passe aujourd'hui, que ça peut permettre aussi des fois d'ignorer certains éléments contextuels qui restent des victoires importantes malgré le fait que le monde brûle quand même. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter. Donc, je vais peut-être commencer par Anne-Céline. Est-ce que tu es capable en 3 minutes de nous raconter 20 ans de mobilisation citoyenne qui ont ramené cette victoire, s'il te plaît? Mais juste de manière plus sérieuse, est-ce que tu peux nous parler donc de comment toi tu l'as apprise et du trajet en fait qui mène à des événements que peut-être nos auditeurs et auditrices voient maintenant? Écoutez, je vais essayer effectivement à travers mon parcours personnel, en fait, vous montrer un peu quelle est cette histoire aussi du mouvement environnemental québécois. En tout cas, j'ai envie de dire vraiment des 10-15 dernières années, là, parce qu'avant, j'étais pas là. En gros, mon parcours, il est relativement, entre guillemets, représentatif de beaucoup dans le milieu environnemental québécois. Tout simplement, apprendre un jour qu'il y a un projet
qui arrive sur le territoire sur lequel tu habites et qui met en danger ton environnement, la sécurité publique, etc. En l'occurrence, je parle ici du projet Énergie Est pour pas le nommer. J'habitais dans Port-Neuf à l'époque. Et c'était quelques temps, pas très longtemps après, malheureusement, la tragédie du lac Mégantic, où on apprend dans les médias qu'effectivement, il y a un projet d'oléoduc qui doit traverser le Québec pour amener le pétrole des sables bitumineux albertains vers l'Atlantique en traversant donc le territoire du Québec. À ce moment-là, moi, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de plus m'impliquer, mais je me cherche un peu, je me demande vers quoi me tourner, mais c'est vrai que l'environnement me questionne beaucoup. Et je vais à une séance d'information sur le projet, tout simplement, comme beaucoup de citoyens, citoyennes peuvent faire au Québec dans les dernières années quand ils sont alertés par un projet qui s'en vient sur leur territoire. Donc, j'arrive dans une séance d'information à l'époque organisée par Équiterre et la QLPA étant l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. J'ai réussi à le dire d'une seule fois. Et déjà des citoyens locaux de Portneuf. Et en fait, ces organisations-là avaient organisé toute une série de séances d'information le long de l'éventuel tracé du pipeline pour alerter les gens localement, les communautés, de ce qui s'en venait et pourquoi c'était un projet qui n'avait absolument aucun sens. Et j'arrive à cette séance d'information, je signe avec mon courriel pour ma présence. Et là, ma vie a juste complètement changé et du jour au lendemain, j'ai envie de dire presque. Mais c'est ça, c'est que pendant la séance d'information, évidemment, comme beaucoup, je sors de là indignée par ce projet-là et je décide de m'impliquer. Et quelques semaines après, je me fais contacter par des gens qui disent, ben, si comme nous, vous avez été indignés, rendez-vous tel jour, à telle heure, réunion, on voit comment on peut s'organiser. Et là, de fil en aiguille, on crée un comité citoyen dans Portneuf, Stop Holoduc Portneuf-Saint-Augustin. Entre-temps, d'autres Stop Holoduc se créent le long du tracé et au fur et à mesure, on s'organise comme ça, on fait des rencontres interrégionales, etc. Et c'est là, à cette occasion-là aussi, qu'on crée la fameuse campagne Coule pas chez nous, une campagne qui a vraiment participé en fait à faire à donner des outils justement à la mobilisation citoyenne. Parce qu'à la base, c'était ça, Coule pas chez nous. C'était une campagne de communication pour aider les citoyens, citoyennes qui se mobilisaient sur le territoire à avoir les bons outils pour à la fois parler à leurs voisins, voisines, parler à leurs conseils municipaux, mais aussi éventuellement aux médias, puis à leurs députés, par exemple. Et puis, de fil en aiguille, ben, tout ça a grossi, évidemment. Il y a eu énormément de rencontres interrégionales entre les différents Stop Holoduc. Puis, c'est ça, avec le succès qu'on connaît de Coule pas chez nous, on est arrivé à stopper le projet Énergie Est. Mais ce que j'ai envie d'amener aussi, c'est que si on a réussi de manière... si on a mobilisé, je vous dirais, dans un laps de temps relativement court. Alors, ça peut paraître long pour certaines personnes, mais tu sais, la mobilisation s'est faite quand même dans les 2 premières années, j'ai envie de dire, de la présentation du projet, donc entre 2013, 2014, début 2015. C'est aussi parce qu'on avait la chance au Québec d'avoir déjà eu des grands combats et de ne pas partir de zéro. Et je pense que c'est ça aussi, c'est une des leçons que je veux amener, c'est que de combat en combat au Québec, on n'est jamais retourné à zéro, mais on a toujours construit sur le combat d'avant. Et ça, c'est super important à comprendre. Et quand je parle de combat avant Énergie Est, ben, je nomme notamment toute la bataille contre les gaz de schiste qui s'est déroulée dans les années, fin des années, entre 2005-2007 et à peu près 2013-2014. Et un combat pendant lequel
énormément de comités citoyens s'étaient constitués dans toute la province du Québec, particulièrement dans la vallée du Bas-Saint-Laurent, qui était évidemment directement ciblée par l'industrie des gaz de schiste. Et à ce moment-là, des gens s'étaient mobilisés, avaient constitué des comités citoyens, s'étaient regroupés à l'intérieur d'un grand regroupement. Et à l'époque, il y avait, on en comptait peut-être quelque chose comme 100, 120 comités citoyens à travers la province, ce qui était vraiment énorme. Et ces gens-là avaient mené un combat titanesque contre cette industrie-là, une industrie qui débarquait sur le territoire avec ses gros sabots, persuadée que toutes les portes allaient leur être ouvertes du jour au lendemain, parce que le gouvernement Charest de l'époque, ça avait été le cas, leur avait littéralement déroulé le tapis rouge. On se souviendra que je pense qu'ils clémaient à cette époque-là les territoires pour quelques cents à peine du kilomètre carré. Et les gens apprenaient du jour au lendemain qu'ils n'étaient pas propriétaires du sous-sol de leur maison et qu'on pouvait venir forer directement chez eux sans quasiment leur demander la permission. Donc, le mouvement d'indignation a quand même été très fort. Oui, qui est parti peut-être un peu du pas dans ma cour au départ, mais qui très vite aussi a dépassé largement ça, c'est-à-dire que les gens, à travers comment je dirais ça, au fur et à mesure qu'ils s'intéressaient à la situation, puis qu'ils comprenaient ce qui était en train d'arriver chez eux, ils comprenaient aussi la situation globale et à quel point la question des gaz de schiste était reliée aussi à la question énergétique et à la question des changements climatiques. Donc, ça a aussi aidé à participer, en tout cas, à créer une forme de littératie dans la population québécoise sur les enjeux énergétiques à ce moment-là. Et c'est cette mobilisation-là qui a vraiment amené à avoir... alors, on parle souvent de moratoire sur les gaz de schiste. Attention, il n'y a jamais eu réellement de moratoire sur les gaz de schiste, mais au fur et à mesure des années, des différents BAP qui ont eu lieu et de l'opposition citoyenne monstre qui a gagné au fur et à mesure l'ampleur de la province et aussi un momentum économique qui a fait que aussi il y avait une chute des prix du gaz naturel à ce moment-là. On est arrivé en fin 2012, début 2013 à une décision gouvernementale qui a dit OK, c'est pas intéressant d'aller là pour le moment au Québec et on va le laisser faire. De toute façon, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Le mouvement avait vraiment réussi à démontrer qu'il y avait zéro acceptabilité sociale. Je pense qu'à l'époque, il y avait une pétition qui avait été signée, qui avait récolté presque 75 000 noms de gens qui disaient « Vous n'entrerez pas chez nous ». Donc, vous voyez déjà, c'était l'ancêtre un peu de « Coule pas chez nous ». Et à ce moment-là, après, donc, et au final, donc vous voyez les dates, hein, là, je vous parle de 2013 à peu près, là, le combat contre les gaz de schiste connaît un certain succès, même si ce n'est pas un vrai moratoire, en tout cas, il y a un arrêt. L'industrie, clairement, n'est pas capable de s'installer au Québec. Et en même temps, c'est le projet Énergie-Est qui arrive. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Tous les citoyens, citoyennes et les comités qui s'étaient constitués à ce moment-là se sont reportés en fait sur l'autre combat qui était Énergie-Est. Et les nouveaux qui se sont constitués sur spécifiquement Énergie-Est ont bénéficié tout de suite de toute l'expérience précédente des autres. Donc, on a réussi à construire, on s'est allié au regroupement citoyen, donc qui était le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Et c'est comme ça qu'on a pu être relativement fort assez vite parce qu'on a bénéficié de toute cette expérience-là, bénéficié de leur expérience en termes techniques, en termes juridiques, en termes de comment intervenir auprès de nos élus locaux, par exemple. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est vraiment un savoir qui s'est transmis dans ces années-là et qui a fait en sorte que, entre autres, qui est un des facteurs clés de succès de la victoire aussi contre Énergie-Est. Je vous fais vraiment des histoires extrêmement courtes là, parce que sinon, je pourrais passer des heures, mais Énergie-Est est gagné le 5 octobre 2017.
Et déjà à ce moment-là, depuis même une petite année avant, on commence à entendre parler d'Énergie Saguenay, l'usine de liquéfaction qui veut venir s'installer au Saguenay, et effectivement du tuyau qui veut venir se plugger dessus et qui traverserait le Québec, mais là au nord, ils avaient retenu la leçon d'Énergie Est qui devait passer sur des territoires beaucoup plus habités. Donc là, ils se sont dit, si on emprunte plus une route au nord, il y aura moins de monde, moins d'opposition citoyenne, on devrait être capable de faire passer notre projet cette fois-ci. Eh bien non, on les a eux aussi arrêtés. Et encore une fois, là, c'est pareil, c'est citoyens, citoyennes qui avaient lutté contre Gaz de schiste, contre Énergie Est, en partie qui se reportent sur cette lutte-là, mais aussi encore de nouveaux comités locaux qui se créent, eux, plus au nord, au Saguenay, en Abitibi. Rodrigue vous en parlera plus à ce niveau-là, et qui s'allie qui s'allie aussi aux grosses ONG, puis à tout le reste du mouvement qui, depuis plusieurs années, a aussi pris de l'ampleur en termes de... maintenant, au Québec, quand on parle de mouvement environnemental, c'est plus juste des ONG depuis longtemps. Si on parle de syndicats, on parle de milieu de la santé, on parle évidemment de comités citoyens. NAMIT, c'est vraiment, là, c'est comme ça dépasse largement les frontières d'une ONG environnementale basique. Il y a une vraie mobilisation au Québec de manière générale des différents secteurs de la société civile au niveau des changements climatiques. Et ces gens-là travaillent ensemble tous les jours pour justement non seulement veiller à la protection des territoires, mais aussi de plus en plus être dans la proposition de qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle société, comme type de transition écologique et sociale. Et on a tous évolué en même temps aussi, pas forcément au même rythme, mais on se fait grandir mutuellement les uns les autres, là. En confrontant nos idées, en regardant ce qui se passe ailleurs aussi à l'international. Le mouvement comme il était il y a 10 ans n'est plus le mouvement d'aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs sur certains aspects. Mais c'est parce qu'aussi on dialogue, on essaye d'évoluer ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Je ne dirais pas que c'est toujours rose non plus, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, présentement au Québec, on est fort de beaucoup de victoires. Et tout ça, ça nous a amené à la fameuse loi sur anti-hydrocarbures au Québec, parce que ayant gagné les gaz de schiste, ayant gagné Énergie Est, ayant gagné GNL Québec, quelques mois après, on est dans les débuts du gouvernement de la CAQ. Et là, même pour un gouvernement aussi affairiste que la CAQ, c'était quand même assez clair pour eux qu'il n'y avait pas d'appétit au Québec pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Et ils voyaient bien que ça touchait peu importe les partis politiques. C'était comme assez un consensus social au Québec. Et donc, ce n'était pas dangereux politiquement, comme ça peut l'être, par exemple, en Alberta ou en Saskatchewan ou même dans le reste du Canada à l'échelle fédérale, où c'est des enjeux tellement politisés que ça devient difficile pour un parti politique de se positionner. Alors qu'ici, au Québec, le consensus social fait en sorte que c'était relativement facile pour un parti comme la CAQ de poser ce geste-là. Mais c'était le fruit de 20 ans de mobilisation. C'est pas un jour la CAQ s'est réveillée et s'est dit « Ah, tiens, je vais peut-être interdire les hydrocarbures au Québec. » Non, c'est parce qu'il y avait eu 20 ans de mobilisation et après toutes ces victoires-là, l'étape finale, c'était de définitivement fermer la porte au secteur au Québec. Et ça s'est d'autant plus aussi fait que, et je finirai là-dessus, que à la COP26 à Glasgow, première COP à laquelle assiste M. Legault, d'ailleurs, et dernière, je me souviens bien, parce qu'il n'est pas là non plus cette fois-ci. Il est contacté par une alliance d'autres pays infranationaux, mais aussi pays États nationaux, qui veulent constituer ce qu'on appelle maintenant la BOGA, la Beyond Oil and Gas Alliance.
une alliance qui vise vraiment à sortir des hydrocarbures, donc une alliance de pays et d'États infranationaux qui tirent vers le haut, en fait, les ambitions climatiques lors des COP. Et en rejoignant la BOGA, ben, un des engagements, c'était justement de sortir, de montrer l'exemple, de sortir des hydrocarbures. Et quand il est revenu de la COP26, ben, qu'est-ce que vous croyez qu'on a fait nous? On a dit, ben, vous venez de rejoindre la BOGA, il faut être conséquent sur l'échelle domestique. Donc, vous passez une loi anti-hydrocarbures au Québec. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on est arrivé à ça et à fermer définitivement la porte et être aujourd'hui le premier État quand même au monde à avoir une telle loi, ce qui n'est vraiment pas rien. Et je ne sais pas si vous avez suivi la COP28 dans les derniers jours, hier en fait, plus exactement, mais on a même pris la coprésidence de la Beyond Oil and Gas Alliance cette année. Et ça, ben, c'est encore c'est une reconnaissance de ce que fait le Québec à l'international. Évidemment, ça vient avec d'énormes responsabilités parce que nous, de notre bord, ça nous donne des leviers pour dire, ben, tu brilles à l'international, mais ça veut dire aussi que tu dois être vraiment meilleur sur le plan domestique. Et on se sert de ce levier-là pour amener le Québec à aller beaucoup plus loin encore dans ses politiques publiques ici au Québec. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous faire de manière assez courte le résumé pour que vous ayez un peu l'image globale des choses, la manière dont elles se déroulent. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis de toute façon, on rebondira les uns sur les autres. Good job d'avoir résumé tout ça si rapidement. Ça nous donne un contexte important. Puis avant de passer la balle à Rodrigue et d'entendre comment ton expérience s'est embriquée là-dedans, je pense qu'il y a, tu sais, en tant qu'écolo, c'est pas vraiment facile comme lutte. Et je pense que l'expérience de la victoire, on l'ignore souvent, mais il y a quelque chose de vraiment spécial dedans. Et il y a une sorte de ligne à tracer entre s'asseoir sur ses lauriers, parce que la job n'est pas finie, mais il faut aussi savoir apprécier en fait ces aspects. Et on va décortiquer ça ensemble, parce que je pense que c'est très très riche, que Anne-Céline a présenté, entre autres, dans un thème qui va être super important, qui est comment est-ce que les mouvements sociaux apprennent, comment est-ce que nous, on apprend des mouvements sociaux, et comment ces mouvements sociaux ont appris, et comment nous, on peut apprendre aussi en entendant cette histoire. Parce qu'entre autres, il y a des choses qu'on peut prendre comme évidentes aujourd'hui, par exemple le souci et l'intérêt pour le changement climatique en tant que tel, c'était tout simplement pas forcément le cas pour beaucoup des personnes avant. Et ça, il peut y avoir des leçons super importantes à tirer. Comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens sans un intérêt préexistant pour un enjeu plus large, par exemple? Comment ces personnes l'ont fait? Quelles étaient leurs circonstances? Donc, c'est un peu un teaser des sujets qu'on va aborder, mais entre-temps, tu sais, là, l'histoire telle qu'Anne-Céline l'a racontée commence assez tôt, puis finit autour de ce projet d'énergie Saguenay où ils essayent cette nouvelle trick et on a appris, on est plus rapide qu'eux. Rodrigue, j'aimerais vous entendre toi, comment tu l'as vécu cette affaire-là? Quel a été ton vécu dedans, les leçons que tu en as tirées? Et on peut aussi lentement commencer à rentrer dans une phase plus analytique aussi, commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui explique, que Anne-Céline a déjà commencé, qu'est-ce qui explique ça? Comment toi tu as agi? Comment tu as appris à faire ça, qui tu connaissais, etc. Donc, la parole est à toi. Merci Louis. Oui, effectivement, félicitations Anne-Céline d'avoir résumé ça toutes ces années et de ne pas être tombé dans le piège d'aller trop dans les motifs de chaque moment qui ont été très, je le sais, parce que je me suis fait conter souvent cette histoire, là, mais il y a plein de ramifications, puis sans dire que c'est des choses qui nous font dévier, mais forcément, il y a des amitiés qui se tissent, des alliances entre des groupes, des déchirements, pour plein de raisons qui sont pas souvent dites, mais qu'on finit par apprendre entre les branches. Mais ce qui est beau de voir quand même, effectivement, c'est qu'on a une ligne continue qui est assez jalonnée de succès. Mais c'est sûr, effectivement, que à travers ces succès-là, on le sait, hein, les luttes sont très vicieuses, à l'intérieur même des mouvements. Il y a des gens qui sont tombés au combat de diverses manières, mais souvent par épuisement. Et pourquoi? Ben, principalement parce qu'on vit dans un monde qui carbure encore aux hydrocarbures. Fait que de vouloir se mettre en porte-à-faux à ça,
c'est difficile parce que faut confronter tout un système, une machine sur laquelle on semble avoir peu d'emprise. Mais véritablement, en tout cas, je parle en ce qui me concerne, mais aussi sans prétention, là, au nom de plein de gens rencontrés à travers ces années-là, de s'impliquer dans des mouvements citoyens comme ça peut aussi être très transformateur positivement, de rencontrer des gens qui partagent pas juste, on parle souvent de convictions, mais nos valeurs, c'est même plus fondamental que des convictions, parce que quand on rentre dans cet état d'esprit-là, de constat que ça va pas nécessairement bien sur la planète, ben ça fait du bien de retrouver des gens avec qui on peut en parler, tu sais. Et je dirais que parce que Anne-Céline a été bonne aussi de pas trop nous partager. Ben, je dis bonne, mais parce qu'elle avait la tâche de tout résumer l'entièreté de cette lutte-là sur plusieurs décennies. Mais moi, c'est toujours ce qui m'intéresse de savoir ce qui a amené les gens à s'impliquer dans ces questions-là. Puis quand Anne-Céline disait, ben moi, j'habitais à Port-Neuf, moi, j'étais à l'époque beaucoup plus jeune qu'en ce moment, là. Je sais pas t'avais quel âge, mais je sens dire que tu es nécessairement âgé. Tu sais, ça remonte à quelques temps déjà. Tu as la vie devant toi. Tu sais, pourquoi tu prends cette traque-là, cette tangente-là? Ben, c'est parce que forcément, tu es confronté dans ton bien-être, dans ce qui t'entoure, dans ton immédiat, puis tu veux y répondre, tu sais. Fait que ma trajectoire n'est pas différente de celle d'Anne-Céline à ce niveau-là. Tu sais, elle n'a pas été initialement dirigée face à l'industrie des hydrocarbures. En mon statut d'Abitibien, forcément, l'industrie extractive qui nous affecte le plus, c'est l'industrie minière, puis aussi l'industrie forestière. Mais moi, mon implication dans le mouvement environnemental, c'est beaucoup plus faite sur ce front-là, minier. Et ben, nous, quand on a appris l'existence du projet gazoduc GNL, en fait, c'était tout nouveau pour nous, là, la question de lutte contre des hydrocarbures, de surcroît du gaz naturel, parce qu'on ne parlait pas d'un oléoduc, mais bien d'un gazoduc. Donc, il y avait tout un univers technique d'ingénierie à comprendre aussi les impacts que ça peut engendrer sur le climat. Nous, on avait des perspectives, oui, locales, parce qu'un projet minier, je veux dire, c'est une dynamique qui se répète partout sur la planète, mais reste que quand tu veux défendre ton village, ta forêt face à une mine, ben c'est très circonscrit, tu sais. C'est un lieu donné, tu sais. Bon. Mais fait que nous, effectivement, comme Anne-Céline l'a très bien souligné, on sortait pas d'une feuille de chou. Je veux dire, on s'est mobilisé sur le même modèle que nos luttes face à l'industrie minière, mais face à un autre type d'industrie, très tôt dans le processus. Sur le même mode que Anne-Céline parlait, on a organisé des séances d'information dans les principales villes, les 5 principales villes de la région. On est allé à la rencontre des citoyens et initialement, on y allait pas en qualité d'expert, simplement en qualité de citoyen, citoyenne, dans un but d'échanger sur cet immense projet-là qu'on connaissait peu de choses, tu sais. Et ben j'ose croire que notre mobilisation importante, notre position en opposition dès le début, parce que c'était clair que ce projet-là était à notre sens destructeur et qu'il n'y avait pas sa place dans un paysage déjà lourdement affecté par les industries extractives. Ça nous a amené en lien avec tout ce que Anne-Céline décrivait comme étant la mémoire québécoise institutionnelle de lutte contre les hydrocarbures. Et là, ben, quand on a senti ce soutien-là arriver, ben, qu'on a joint cette coalition face à ce méga projet-là de plusieurs milliards de dollars sur des milliers de kilomètres, ben, ça nous a permis d'avoir accès à ces expertises-là techniques. Et dans une autre mesure aussi, ça a amené son lot de défis parce que je pense, puis c'est les gens qui sont dans des mouvements citoyens vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais il y a un certain déséquilibre des moyens entre des petits comités citoyens qui essayent de suivre la parade menée par des grandes organisations qui ont des moyens, des permanences,
nous, on a, à travers les années de cette longue lutte-là, certainement perdu des joueurs, des joueuses, parce qu'il n'y avait pas les moyens toujours de suivre les rencontres mensuelles ou hebdomadaires. Fait mais il y a des joueurs qui se sont rajoutés et au final, ben, on a fait partie de cette grande histoire-là face à ce monstre, ce serpent là, de pipeline, de gaz naturel. Et quand on dit gaz naturel, on s'entend que c'est du gaz issu de la fracturation hydraulique. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Au sens que, oui, c'est issu de la nature, mais il reste que les dommages qui sont causés sur l'environnement sont incommensurables. Et voilà, ben, pour le décrire comme il est, là, comme il était, ce projet qui a également été rejeté, forcément parce que l'usine de liquéfaction n'avait plus d'autorisation, avait été rejetée. Donc, le tuyau qui devait conduire les hydrocarbures de l'ouest jusqu'à Saguenay perdait sa raison d'être. C'est de cette manière-là que nous, on a pu remporter notre victoire par la bande, finalement. Mais le projet consistait à traverser l'Abitibi-Témiscamingue, le nord de la Mauricie, une partie du lac Saint-Jean et du Saguenay, pour acheminer ces hydrocarbures-là de l'ouest, de la Saskatchewan, de l'Alberta, où ils auraient été issus par fracturation hydraulique, un peu à la manière du gaz de schiste là, pour lequel le Québec s'était tant mobilisé. Et cet immense pipeline-là, ben, allait se raccorder, comme Anne-Céline le mentionnait, à l'usine, la méga-usine sur les rives du Saguenay, à Saguenay, là, Chicoutimi. Et c'est ça, donc notre région se trouvait traversée bord en bord. En même temps, il y a eu, sans dire qu'il y a eu du bon là-dedans, c'est que ça a permis, enfin peut-être pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une immense région avec peu de population, il y a autant de gens dans toute la région que dans la ville de Sherbrooke. Fait que nous, d'avoir un projet fédérateur, d'une certaine mesure, qui concernait tout le monde, ça nous a amené en lien avec, à tisser des alliances, aller à la rencontre des gens dans plein de villages et des gens qui ont été happés par cette mobilisation-là, cette tournée qu'on a organisée. Ils se sont, à Rouen, ont constitué leur propre coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda, qui a rejoint le grand front national là, à nos côtés. Et ces gens-là, ils ont développé des connaissances là, forcément en termes de mobilisation puis de lien avec des grandes organisations pour la protection de l'environnement. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces mêmes personnes-là, une fois que la lutte a été gagnée, ben, elles ont transposé leurs énergies dans d'autres domaines, de face à d'autres luttes. Puis sans surprise, vous comprendrez que ces gens-là s'impliquent avec acharnement contre la fonderie Horn de nos jours. T'sais. Fait que c'est une mouvance qui s'est créée, je dirais, ici en Abitibi, de cette mobilisation-là, de ces connaissances-là historiques aussi à notre échelle face à l'industrie minière, qui ont été transposées à l'industrie des hydrocarbures et qui maintenant, ben, pour les gens de Rouyn-Noranda, tout le moins, vraiment, ça a été bénéfique pour la lutte face à la fonderie Horn de nos jours. Et mais je veux pas prétendre que la lutte contre la fonderie Horn a commencé en 2021. Là, ça fait des années de ça, mais reste que je pense que ça a facilité des alliances avec plusieurs entités, des groupes, des syndicats, des associations de médecins pour l'environnement également. Et puis, ben nous, ce qui était cher à nos yeux aussi, c'est qu'on on a cette approche-là parmi les groupes de la région. Je dis pas que c'est la même situation pour partout en Abitibi-Témiscamingue et partout à travers les groupes du Québec, mais nous, on vit, moi je suis pas une personne Anishinaabe, je suis pas autochtone, mais on vit sur un territoire qui est non cédé, qui est occupé encore par cette nation-là ici. Donc, on a construit cette lutte-là aussi en solidarité avec les communautés de la nation Anishinaabe et ça nous a, ben oui, amené à défendre ce territoire qu'on aime là ensemble. Respecter les positions de chacun, mais se soutenir forcément là, dans cette lutte-là qui, heureusement, a abouti vers le succès là, de notre côté. Et on a dû faire face aussi à certaines difficultés qui étaient peut-être moins vécues à l'époque dans la vallée du Saint-Laurent, quand l'oléoduc NRJS visait à tracer son chemin. Parce que chez nous,
les municipalités ont été beaucoup plus difficiles à embarquer dans le train de la mobilisation citoyenne. Parce que historiquement, l'Abitibi, c'est une région qui est gouvernée, dont ses instances démocratiques sont cooptées par des personnes qui sont très près de l'industrie minière, de l'industrie forestière et qui n'ont pas dans leur ADN cette fibre-là de défense du territoire, de l'environnement. Elles sont plutôt, finalement, elles aspirent à ces fonctions de représentation publique dans le but carrément là, de défendre les intérêts de l'industrie, de promouvoir des projets destructeurs. Fait que nous, on allait dans des assemblées municipales et on faisait face à beaucoup plus d'opposition pour convaincre nos élus que ce que historiquement les gens de la vallée du Saint-Laurent ont créé comme mouvement là, face à NRJS, notamment les gaz de schiste. Fait que ça l'amenait certainement plus de difficultés à constituer notre mouvement au niveau politique municipal dans la région, mais on va vivre avec, on a vécu avec, puis ça va toujours être le cas ici, juste à temps qu'on on arrive avec des alternatives qui sont respectueuses de l'environnement au niveau économique. Mais ouais, ça donnait des histoires assez cocasses, assez drôles, assez consternantes là, de complaisance de nos élus envers cette industrie-là qui était décriée de partout au Québec. Mais ici, pas de trouble, on va vous donner des terrains pour donner à faible coût là, pour entreposer vos tuyaux en attente que votre projet passe. Ça, c'était dans ma ville natale, Amos. Imaginez ma honte quand que ça a été su. Mais en même temps, tu sais, de se mobiliser dans un milieu aussi à échelle humaine, là, je dirais. Pas que c'est pas le cas dans le reste du Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, mais forcément ici, du fait qu'on est peut-être moins nombreux, mais qu'on est moins nombreux, tout le monde se connaît. T'sais. Fait que quand tu prends la place dans l'espace public, quand tu prends une position, c'est sûr que ça peut causer des frictions, mais il y a un grand vent de solidarité qui se crée aussi. Puis on a fait des mobilisations historiques là, face à Gazoduc GNL. Notamment une fois, parce qu'en fait, le fleuve Arikana était menacé par le tracé. Ça, l'Arikana, c'est en langue anishinaabe-moine, c'est Nanikana, et c'est la deuxième plus longue voie navigable au pays, au Canada, se jette dans l'océan Arctique, dans la baie James, en partant de Val-d'Or. Et là, la compagnie visait par son tracé à le traverser, là, comme si finalement, au niveau identitaire, on traverserait le Saint-Laurent avec un gazoduc, vous imaginez le tollé que ça ferait, ça a provoqué ce même électrochoc-là ici. Et donc, on a organisé une descente de l'Arikana en canot, en kayak, en rabasca. Et c'était du jamais vu, là, ça s'est jamais fait. Puis encore à ce jour, depuis, ça s'est pas réalisé à nouveau. Une mobilisation de 100 embarcations, 200 personnes, imaginez, par une journée de juillet en 2019, et qui, finalement, a amené plein de gens du sud du Québec, de l'Est, qui faisaient partie de cette lutte-là face à Gazoduc GNL, mais aussi dans la région, des gens qu'on n'avait jamais rencontrés avant. On a eu une forte participation des Anishinaabe de Picogan, et ça a été une super mobilisation à notre échelle ici, historique. 200 personnes, ça peut sembler ridicule ou même anecdotique là, pour les grands mouvements environnementaux qui sont habitués de déplacer des masses à coups de milliers de personnes, dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Mais chez nous, 200 personnes, c'est comme remplir 4 fois le Centre Bell. Là, c'est pas rien. Là. Fait que on a fait ces démarches-là et ouais, ça l'a construit finalement, ça participe à un contre-discours victorieux du développement extractif dans les régions dites ressources. Et on en est très fiers de cette victoire-là. C'est pour ça que j'étais bien heureux de revenir sur ces moments-là. Et puis ça tisse des amitiés formidables, certainement. Puis à travers le Québec, pas juste dans notre région. Fait que c'est pour ça que je suis content d'être en aussi bonne compagnie aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, il y a vraiment une partie de moi qui aimerait vous faire parler de vos anecdotes, etc., des moments forts, parce que je sais que tu vois, vous avez vraiment vécu des choses d'une intensité, d'une rareté, d'une richesse
vraiment exceptionnel. Mais on a promis d'avoir une section analytique. Ouais. Donc, je suis désolé avec Non, non, c'est correct. les 25 minutes qui nous restent, on va commencer à un petit peu s'interroger, décortiquer ces trucs, parce que tu vois, dans ce que vous avez dit, il y a encore une fois, je vais réutiliser ce mot, beaucoup de richesse, beaucoup d'éléments. Et donc, on s'était mis d'accord sur certaines questions. Est-ce que vous me donnez un petit peu de permission de sortir du chemin battu avec mes questions? Faire un peu... Génial, ok. Donc, il y a plein d'enjeux qui sont sortis de vos discours. Il y a l'enjeu des alliances, il y a l'enjeu du burn-out militant. Il y a l'importance vitale du contexte, que même si les deux vous étiez au Québec, il y avait des contextes différents, de la construction de discours, etc., du savoir-faire. Donc, et c'est un peu cela que je veux ressortir, mais j'aimerais commencer avec vraiment la base, là. Et c'est, qu'est-ce que c'est les mouvements sociaux? Qu'est-ce que c'est la mobilisation citoyenne? Et pourquoi est-ce qu'on investit tellement dans le discours progressiste actuel, tellement de nos espoirs pour un changement social si nécessaire dans ces mots? Mouvements sociaux, mouvements citoyens, mobilisation citoyenne. Est-ce qu'on peut commencer avec ça, chacune à votre tour? Qu'est-ce qui distingue la mobilisation citoyenne d'autre chose? Qu'est-ce que c'est un mouvement social? Grosse question. Après toi, Céline. Merci. Et vaste question, effectivement. Puis, tu sais, je ne suis pas forcément la meilleure pour justement être dans la théorisation de tout ça, mais c'est certain que moi, ce que je constate, c'est que à la base, c'est surtout, tu sais, monsieur et madame tout le monde qui, à un moment donné, s'indignent contre quelque chose. Alors là, en l'occurrence, on parle d'environnement, mais ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être tellement autre chose, là. Ça pourrait être, tu sais, sur le racisme, ça pourrait être sur, tu sais, euh, le logement, ça pourrait être sur la lutte des femmes, etc. En tout cas, c'est ce sentiment-là que il faut que tu fasses quelque chose. C'est ce qui vient t'habiter à un moment donné, et puis qui te fait sortir un peu aussi de ta zone de confort et t'amène ailleurs. Puis aussi, quand tu ressens ce genre de choses, ben, souvent, un des premiers réflexes, c'est de se dire, est-ce qu'il y a d'autres mondes comme moi qui ressent ça? Puis si oui, est-ce qu'on peut s'allier? Est-ce qu'on peut se parler? Tu sais? Et souvent, après, c'est comme ça que naît souvent un comité citoyen, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Veux pas, on a besoin de cette énergie-là, de cette énergie qu'on a, c'est très grassroots là, pour justement tu sais, partir, tu sais, une mobilisation. Tu sais, on a besoin de ce sentiment d'indignation-là, tu sais. Puis après, tu sais, il y a des moyens, tu sais, il y a des techniques, il y a des, tu sais, il y a une histoire des mouvements sociaux, etc., sur lesquels on peut s'appuyer. Mais je pense à la base, c'est très aussi émotionnel, là. Et, Génial. Attends, je vais juste synthétiser un petit peu. oui, vas-y. C'est parce qu'il y a une sorte de séquence, et tu sais, de ce que Céline a dit, c'est donc ça part de. Tu as utilisé l'expression monsieur et madame tout le monde, mais à la base, ça part du peuple. Et donc, c'est une expression démocratique de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour une raison ou une autre, donc il y a le moment d'indignation, donc de radicalisation, qui comprennent que les choses ne marchent pas pour eux, que leurs intérêts sont menacés et qu'ils perçoivent une injustice. Et ensuite vient donc souvent des fois l'éducation. Et donc dans les tracés que vous avez mis, il y a vraiment ce réflexe super important d'aller rencontrer les gens, discuter, essayer de comprendre le problème, que ce soit Énergie Est, que ce soit GNL Québec, que ce soit une mine, c'est du sentiment d'indignation vient ensuite l'éducation. Et très souvent, c'est important parce qu'en tant que formateur de militants et de militantes, très souvent, on voit du monde qui vont direct de l'indignation à l'action, alors que cette étape d'éducation est extrêmement importante. Et ensuite, donc, dans ce qu'Anne-Céline a aussi décrit, il y a ce phénomène d'organisation où les gens se constituent, retrouvent des personnes comme elles ou comme eux, ce phénomène d'alliance, etc. Et donc l'union d'intérêts personnels, d'intérêts politiques dans cette politisation, et ensuite la mobilisation, donc les méthodes de pression, etc. Je trouve ça intéressant de juste épeler ça de manière vraiment explicite pour les gens, parce que moi, avant que je sois politisé, j'étais pas entièrement sûr. On voit la manifestation, on lit les nouvelles, mais il y a toutes des coulisses et un travail énorme qui est fait, qui produit en fait ces effets.
Et on n'en parle même pas encore des mouvements sociaux qui sont des gros réseaux décentralisés de différentes entités qui trouvent un terrain commun. Et on pourra en parler. Désolé, Rodrigue, je voulais juste un petit peu mâcher de manière beaucoup plus plate et technique ce que Anne-Céline vient de décrire. Ben non, mais c'est super. Puis quoi dire de plus à vos propos, là? Si ce n'est peut-être que justement cette approche-là qu'on a toujours prise, nous, effectivement, comme vous l'avez mentionné, tous les deux, ben, surtout à plus forte raison dans un milieu qui est justement dominé par une industrie omniprésente. Et il y a ce devoir-là d'éducation est d'autant plus important parce que sinon on arrive dans une dynamique de conflit avec la population qu'on cherche à aller prendre de notre bord. C'est pour ça que notre collectif, il s'appelait Gazoduc, parlons-en, plutôt que contre le gazoduc. Il y avait toute une phase d'éducation et même à nous-mêmes à l'intérieur, même si en lisant le premier article descriptif de ce projet-là, on était foncièrement contre, mais on se disait, on ne pourra pas mettre la population abitibienne de notre côté si déjà on leur dit, ben, il faut s'y opposer. Les gens ne savent même pas c'est quoi du gaz naturel. Donc, on a fait ce collectif-là dans un but d'éducation populaire, comme le premier comité citoyen qu'on a constitué face au projet minier de Sayona Mining, une mine de lithium, on va sauver l'avenir, mais qui menace un estuaire qui fournit l'une des meilleures eaux au monde. Donc, on n'a pas fait le comité contre Sayona, on a fait le comité citoyen de protection de l'estuaire. C'est ce langage-là inclusif qui vise à éduquer est très important au début. Puis à plus forte raison dans des régions comme les nôtres. Et de par ces mobilisations-là, on arrive à un point où ça devient stratégique de prendre position contre des projets. Mais la question initialement aussi, ça m'a amené à réfléchir parce qu'on disait l'importance des mouvements citoyens, de la mobilisation citoyenne, mais le mouvement qu'on observe de la société est très préoccupant. Il faut aussi se le rappeler que il faut être humble aussi quand on affirme on est à la tête d'un mouvement citoyen, quand les émissions de gaz à effet de serre augmentent ou peinent à plafonner. On voit que les Québécoises, ce sont ceux qui consomment le plus d'eau sur la planète, le plus de plein de marchandises, de biens de surconsommation. Alors, tu sais, oui, il y a des victoires, mais il y a aussi comme on reste quand même aux prises avec une société qui a plusieurs défis à réaliser. Fait que, finalement, on pousse dans une direction qui, à notre sens, est porteuse d'amélioration, de changement. Mais c'est certain que on doit rester très critique là, face à tout ce qu'on n'arrive pas à régler. Et quand on dit qu'on fait partie d'un mouvement citoyen, c'est à notre échelle, c'est certain, mais c'est ça le plus grand défi des mouvements comme les nôtres, c'est d'arriver à aller chercher, à additionner les voix. Parce qu'il y a certainement toujours une frange de convaincus qui vont rester de mobilisation en mobilisation, puis c'est certain que il y a un roulement qui se fait entre les épuisés puis la relève pleine de fougue, mais au final, c'est ça l'objectif, c'est qu'on élargisse ce mouvement-là pour pousser justement nos élus à prendre des positions qui sont appuyées sur la démocratie, des résolutions dans des municipalités, des projets de loi, et ça puis qu'ils soient contraignants, là, pas juste des artifices, là. Et c'est là-dessus qu'on mesure vraiment l'avancement d'une société, tu sais, beaucoup plus que tu sais, toutes les petites manifs qu'on peut faire, tu sais. Mais je trouve qu'avec la question des hydrocarbures, forcément, il faut l'admettre, ce que Anne-Céline disait, le fait que le Québec assume la coprésidence de la Beyond Oil and Gas Alliance, c'est une grande marque de ce mouvement citoyen-là qui découle dans un mouvement social. Mais il y a tellement d'autres chemins à parcourir encore. C'est stimulant, c'est effrayant, mais c'est stimulant.
Je vais y venir parce qu'il y a Marie qui nous jette la question à 10 millions d'euros, enfin de dollars, désolé. Je suis en Espagne dans une retraite de stratégie de mouvements sociaux où je suis énormément d'apprentissage. Ça déchire, je vous en parlerai une autre fois. Mais Marie nous lance la question qui est que dans tout contexte de lutte citoyenne, il y a du monde qui sont impactés, il y a du monde qui sont déjà indignés, il y en a qui ne le sont pas encore, et que très souvent, la masse de personnes indignées et facilement organisable n'est pas suffisante pour gagner. Et donc, c'est une capacité qui manque souvent dans le mouvement écologique. Marie demande comment ajouter les voix. Moi, je vais vous reformuler la question de manière un petit peu différente. Un des trucs qui est super intéressant et important comme compétence militante, c'est aussi de mesurer à quel point les choses changent et ne sont pas toujours pareilles. C'est-à-dire que donc Anne-Céline nous parle d'un moment où il n'y avait pas forcément de gens qui étaient préoccupés par l'enjeu des hydrocarbures et des émissions de gaz à effet de serre. Ils et elles étaient préoccupés par un gazoduc ou un oléoduc qui passerait chez elles et eux. Mais même ça, cette conscience écologique qui existe au Québec actuellement, elle n'a pas toujours été là. On ne peut pas la prendre pour acquis. Et donc, ma question, avant qu'on se mette à repenser au futur, c'est comment s'est construite la conscience écologique du Québec et quels apprentissages est-ce qu'on peut en tirer pour les luttes d'aujourd'hui? Et c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis énormément moi-même dans cette retraite de stratégie militante, etc. Mais je vais vous donner la parole là-dessus. Donc, comment s'est construite la conscience écologique actuelle? Comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour l'étendre aujourd'hui pour les luttes qui restent tristement à gagner et qui sont d'autant plus urgentes, comme l'a dit Rodrigue? Si je peux commencer brièvement là-dessus, puis Anne-Céline, tu me compléteras. Ça commence avec une dissidence. C'est sûr, tu sais, on peut pas prétendre qu'on va avancer, on va changer les choses si on fait tout le temps, on s'inscrit dans le même moule, puis on pose pas de questions. Fait d'avoir des doutes, c'est important. Puis d'avoir non seulement des doutes, mais la capacité de les exprimer, d'en parler, même si on n'a pas d'expertise, de poser les questions, d'aller, tu sais, sans prétention, dans une optique d'accès à l'information puis de partage de l'information, mais ça commence souvent avec des gens qui vont malheureusement se faire prendre pour des illuminés, des gens qui, voyons, pourquoi qui se préoccupent des impacts de l'industrie minière. Tout le monde vit de ça, tu sais, ils capotent. Pourquoi on se préoccuperait des coupables blancs? Ça donne des jobs, tu sais, c'est loin de chez nous, on s'en fout, tu sais. Même chose avec les hydrocarbures, ben, on en met tout du gaz dans notre char, mais tu sais, on, on doit reconnaître que ça, on est chanceux, je crois, quand même. En tout cas, je regarde mon âge, j'approche 30 ans, mais ça fait beaucoup plus que 30 ans qu'il y a des illuminés au Québec qui posent ces questions-là, puis qui se font sortir des assemblées à coups de pied dans le derrière, puis qui ont fait rire d'eux, mais que là, aujourd'hui, on se rend compte que leur discours de l'époque n'était même pas si radical que ça. Fait, il faut reconnaître toujours l'impact qu'ont eu ces gens-là, qui ont posé des questions, qui ont pavé la voie finalement à ce que nous, l'expression de nos questions soit tellement facilitée. Je le vis tous les jours en Abitibi. Là. Je veux dire, je suis porte-parole d'une coalition qui soulève des questions face à l'industrie minière. Je pourrais avoir une cible dans le dos, mais non. Je veux dire, c'est des questions qui sont admises maintenant, mais qui ne l'étaient pas il y a plusieurs années. Fait ça, je le dois à ces gens-là. Puis c'est la même chose dans le domaine des hydrocarbures. Et ça, c'est le premier élément que je voulais amener en reconnaissance de ces illuminés-là qui ont fait rire d'eux, mais qui finalement n'étaient pas si radicaux que ça. Et bien là, la question se pose de nos jours, est-ce qu'on l'est assez? Est-ce qu'on est assez illuminé pour proposer des options qui nous amènent dans le bon chemin? C'est pas à nous d'y répondre, là. C'est aux générations qui vont nous suivre. Mais oui, Anne-Céline, là-dessus, je te passe la POC. Mais moi, je ne peux pas aussi m'empêcher à remonter à quelque chose qui est encore plus implanté, j'ai envie de dire plus historique au Québec. Mais veux pas, le Québec est aussi une société, si on la compare au reste du Canada, avec des valeurs beaucoup plus tournées vers le collectif, même si malheureusement ça s'effrite,
Mais à la base, c'est une société, tu sais, qui c'est ça, beaucoup plus tournée vers, tu sais, vers le collectif, vers le, tu sais, l'importance de soutenir les plus vulnérables, etc. Tu sais, versus peut-être d'autres provinces qui sont plus, tu sais, tournées vers l'individualisme, par exemple, etc. Donc, tu sais, veut pas, il y a ces valeurs-là aussi qui ont une influence, tu sais, sur... parce que, tu sais, s'indigner contre les changements climatiques, quand c'est quelque chose qui n'est pas toujours, qui malheureusement le deviennent de plus en plus, mais qui ne sont pas toujours tangibles au jour le jour dans ton quotidien, ça veut dire d'avoir déjà à la base un souci de ton environnement, un souci de l'autre avec un grand A. C'est ça, tu sais, c'est comme des gens qui ont des valeurs plus tournées vers, c'est ça, l'individu, vers l'individualisme, etc. On le sait, là, toutes les études le démontrent, ont moins tendance justement à agir non seulement sur les enjeux environnementaux, mais même d'autres enjeux sociétals. C'est pas des gens qui vont se mobiliser, par exemple, pour le logement social, pour la reconnaissance des injustices de manière générale, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte, la société dans laquelle on est et qui a ses propres valeurs, sa propre culture, son histoire, tu sais, et qui n'est pas la même partout, là. Alors après, tu sais, il y a ça, mais tu sais, en même temps, tu sais, au Québec, on sait que, tu sais, par exemple, la reconnaissance du rôle des Premières Nations et des peuples autochtones de manière plus générale est loin d'être acquise, tu sais. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Et tu sais, bref, ça participe à un peu... Tu sais, on a encore besoin d'évoluer en tant que société, mais veut pas, on part peut-être de moins loin que l'autre. J'ai failli parler avec mon micro éteint. Tu sais, aujourd'hui, un des trucs une des idées auxquelles j'ai été exposé qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'on peut penser aux mouvements sociaux en partie comme un processus d'apprentissage collectif des sociétés, en fait. Donc, ça explique pas tout dans les mouvements sociaux, mais c'est ces moments de choc et souvent de gros réalignements de perspectives, etc. Il y a un des trucs que tu as dit, Anne-Céline, c'est qu'il y avait des valeurs préexistantes dans lesquelles taper. Puis un des trucs que j'essaie de faire en tant qu'animateur, c'est aussi d'offrir des perches et des solutions, des pistes concrètes en tant que militant et militante de ce qu'on peut faire. Et un des trucs, tu vois, qui ressort aussi de ce que tu as dit, c'est vraiment cette importance, super importante, cette importance de connaître son contexte. Quelles sont les valeurs de la société dans laquelle je suis et comment je peux la faire, participer autour de moi à la faire cheminer un petit peu plus loin. Je suis conscient du fait qu'il reste 6 minutes et je vais faire le pont avec un des trucs que tu as dit, c'est il y a une conscience écologique au Québec. Il n'y a pas toujours eu une conscience écologique au Québec. Elle s'est construite par des processus de mouvements sociaux, de citoyens, etc. C'est pas à prendre pour acquis. Qu'est-ce qui reste? Quels sont, si on se tourne un petit peu maintenant vers l'avenir, et on a 6 minutes pour ça avant de prendre des questions, on a interdit l'extraction d'hydrocarbures sur le territoire. C'est pas rien, c'est immense, c'est énorme, et pourtant la terre brûle quand même. Une des autres questions à laquelle j'étais exposé cette semaine, c'est si rien que tu peux faire ne sera suffisant, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, avec ça en tête, si on se pose, on essaie je donne 3 minutes chacune, pour essayer de penser à ça. Quelles sont les prochaines luttes? Quelles sont les luttes d'aujourd'hui? Quelles sont les prochaines luttes au Québec? Et comment est-ce qu'on peut apprendre du passé et susciter la même indignation, la même colère populaire qui génère des centaines de groupes citoyens comme ça, ce qui, encore une fois, est vraiment énorme. Ben, si je peux commencer, tu sais, déjà présentement, puis dans les prochains mois, il va y avoir un enjeu fondamental au Québec qui est tout simplement la transition énergétique, tu sais. Parce que justement, on a fermé la porte aux hydrocarbures parce que veut pas, on sait qu'on doit décarboner notre économie. Après, tout vient la question de comment on le fait. Et là, le Québec est dans ce moment-là de l'histoire. Et on a un gouvernement qui propose une certaine vision, qui réduit malheureusement la décarbonation à l'électrification.
Euh, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus large que ça. Chose certaine, c'est que ce qu'on constate, c'est que là, oui, il va falloir peut-être s'opposer à certains projets, ou en tout cas certaines façons de faire certains projets. On peut penser à Nordvolt, par exemple. Mais c'est aussi qu'il va falloir proposer. Et on le sait, autant c'est facile de se mobiliser contre quelque chose, autant là, le défi qui est devant nous, c'est de proposer un nouveau projet de société. et ça fait juste partie de l'histoire de l'humanité. Les progressistes se sont toujours déchirés autour de ces enjeux-là, parce que c'est des enjeux très complexes, et qu'on n'a pas forcément tous la même vision de comment, quel est ce projet de société, en fait, déjà, puis comment y arriver. S'opposer à un projet, c'est clair. Le projet, il est là, tu te renseignes dessus, tu es contre, puis là, tu commences à te mobiliser contre la chose. Mais là, d'amener, c'est ça, une nouvelle transition écologique et sociale au Québec, ça veut dire quoi? En gros, c'est se poser la question, ça va être quoi le Québec de demain? Et il y a tellement d'infinies de réponses que de mobiliser des gens autour d'une même chose, c'est très, très complexe. Ça complexifie beaucoup, sincèrement, la manière de mobiliser. Moi, je pense que c'est particulièrement ça qui va être complexe dans les mois qui viennent. Ceci dit, dans un premier temps, il va y avoir, si je peux à la joke rassurer du monde, va y avoir des choses auxquelles il va falloir s'opposer. Parce que la vision, justement, à l'heure actuelle, menée par le trio Legault, Fitzgibbon, Sabia, c'est une décarbonation de l'économie québécoise axée sur l'électrification et qui, sous prétexte de lutter contre la crise climatique, va venir aggraver la crise de la biodiversité, entre autres, tout en plus bypassant les communautés locales et certainement les communautés autochtones aussi. Donc, c'est comme... C'est ça. Il va falloir peut-être s'opposer à la vision gouvernementale dans un premier temps, mais en même temps, en parallèle, il va falloir proposer. D'ailleurs, on a sorti, en ce sens, si je peux faire un peu de promo, là, on a sorti un manifeste justement sur l'avenir énergétique du Québec où on propose 14 propositions sur c'est quoi notre vision justement de l'avenir énergétique du Québec. Et j'encourage les gens à aller voir ça, mais pour justement contrebalancer la vision gouvernementale actuelle. Ouais, merci beaucoup. Et en effet, et c'est une des grosses leçons à prendre, c'est que pour susciter l'indignation et cette colère populaire qui constitue un mouvement social, dire non à un projet, il y a quelque chose de très tangible et une solution très tangible aussi. Et ça canalise beaucoup, beaucoup mieux et de manière plus facile. Et pour en revenir à un des mots que Rodrigue avait dit qui est tellement central, c'est alliance. Un mouvement social, c'est une alliance de différentes personnes et ensuite de différentes organisations qui s'en vont pour quelque chose en commun. Et donc, dans l'opposition, elle nous vient plus facile, et c'est une des magies qui s'est passée et qui doit continuer à se passer grâce au travail de personnes comme Rodrigue et comme Anne-Céline, de faire ce travail douloureux, difficile, de constituer une alliance qui propose aussi. Donc, je vous t'excuse pas de faire de la promo, je vous invite à faire de la promo, et la même chose pour toi, Rodrigue. Merci, puis tu sais, je suis conscient que l'heure est déjà échue, puis tu sais, je veux pas me lancer dans une autre tirade, là, mais parce que je trouve ça important d'avoir tu sais, merci aux gens qui sont encore avec nous. Je suis certain que vous avez plusieurs choses à partager ou, tu sais, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions. Moi, je veux juste finir en disant que je pense que il y a deux choses souvent là, peut-être mon approche, mes suggestions envers les gens qui nous entourent, puis aussi par mon travail qui me permet de voir vraiment à quel point il y a des populations à travers le monde qui n'ont pas les outils dont nous avons. On fait notre principal
menace, c'est certainement nous-mêmes, là, on le sait, notre culture dans laquelle on se retrouve. Et une menace aussi, c'est de penser qu'on est les meilleurs. On a beaucoup de choses à améliorer. Le statu quo est pas acceptable. Mais comment on agit, ça, c'était la question. Ben, il faut c'est certain qu'on doit se voir comme une fourmilière. Tu sais, chaque fourmi est importante. Si moi, je passe autant de temps sur les enjeux miniers, je peux pas passer tout ce temps-là sur le futur des barrages d'eau électrique. Puis, tu sais, il va falloir qu'on continue de chaque fourmi d'être quand même spécialisé, mais avec un esprit ouvert pour continuer d'être en connexion avec les gens qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment fondamental de se spécialiser tout en restant l'esprit ouvert. C'est trop complexe. On peut pas, il n'y a pas une personne qui dit je vais tout régler ça. On a besoin de plusieurs fourmis dans plein de dimensions et que ces fourmis-là communiquent entre elles. Et aussi d'être en équilibre intérieurement, sérieusement. Tu sais, on n'a pas, on peut pas, les enjeux sont trop grands pour ne pas prendre soin de nous-mêmes. Et c'est certain que c'est motivant, c'est plus motivant justement de s'impliquer pour protéger ce qui nous tient à cœur, mais c'est certainement ce qui fait le plus mal aussi. C'est très déchirant. Fait que pour se lancer dans ces mouvements-là, il faut très certainement prendre soin de soi, prendre soin des gens autour de nous et pas confondre la lutte avec tout le reste de sa vie parce que c'est un beau volet d'une vie, mais il y a plus que ça aussi dans une vie. Donc, prendre soin de soi, être en connexion avec son environnement, se spécialiser dans ce qu'on aime, dans ce qui nous tient à cœur, puis à rester en contact avec les gens qui nous entourent. Je pense que c'est ça. Et oui, tu sais, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, pas juste ce qui s'en vient. Mais on va-tu rester chez nous les bras croisés? Non. Faut qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est que, ouais. On pourrait faire un panel entier sur la résilience militante. En fait, on pourrait faire une semaine entière sur l'activisme régénératif. On n'aurait pas encore fait le tour du sujet parce que c'est aussi important que la stratégie, c'est aussi important que l'organisation, c'est des compétences. Donc, merci de le souligner. D'ailleurs, Marie met dans la messagerie qu'il y aura des discussions au sein du dialogue sur le climat sur ces expériences. Mais on va laisser la parole à notre public. Je vois qu'il reste combien de monde? Il reste 8 personnes, donc je vous invite à ne pas être timide. Si vous avez quelconque question, on aura parlé pas mal, nous trois, donc on serait ravis d'entendre ce que vous avez à... Voilà, donc j'ai une question de Jérémy. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro, Jérémy. Allô? Euh, Petit problème technique, peut-être. Est-ce que vous voulez poser votre question dans le chat? Ça va être peut-être plus facile, sachant que je vous ai donné la parole, mais il semblerait que ça marche pas. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut peut-être en attendant, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Louis? Ok, c'est Ouais, bon. moi Je suis pas en train de parler dans le vide. Euh, Ouais, je comprends pas pourquoi. Il faut juste cliquer sur votre petit micro à gauche en bas de l'écran, si jamais vous voulez ouvrir votre micro. Monsieur Dupas. Bon. Euh, En attendant, est-ce que tu veux relancer la discussion, Louis? Moi, je trouve ça super intéressant. J'avais Anne-Céline, je sais que tu as parlé un petit peu d'actions qu'il allait y avoir à faire, mais quand vous allez revenir au Québec après Dubaï, etc. Est-ce que t'en aurais des plus concrètes à nous partager en tête ou c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas du tout encore défini et tu vas avoir juste beaucoup de travail à la rentrée?
Non, c'est pas tant défini que ça pour le moment. On attend en fait le fameux projet de loi de Fitzgibbon sur le développement et l'encadrement des énergies renouvelables qui implique aussi une certaine révision de la loi sur la régie de l'énergie et la loi sur l'Hydro-Québec début 2024, au mois de janvier normalement. Ça va certainement enclencher une campagne de mobilisation autour de ça. Donc, je vous invite à rester connecté là, aux différents réseaux pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer quand ce sera le temps. Sinon, je pense que au niveau fédéral, je ne sais pas si vous venez tout juste de le voir passer, mais c'est aussi ce qui m'a occupé une bonne partie de la journée. Le gouvernement fédéral a enfin sorti son plafonnement du secteur fossile, des émissions du secteur fossile. Et c'est clairement un plafonnement qui a beaucoup de trous présentement. Donc, le processus législatif ne fait que démarrer. Il va falloir à différentes occasions participer pour justement faire en sorte qu'il soit beaucoup plus ambitieux. Donc, pareil, restez connectés et on vous tiendra au courant certainement d'actions de mobilisation depuis 2024. Mais chose certaine aussi, c'est que pas les élections fédérales vont plus être si loin que ça non plus. Et qu'une élection, ça se travaille pas juste un mois avant. Ça se travaille beaucoup plus tôt que ça. Et j'invite vraiment les gens à se ressaisir de leur pouvoir politique aussi et ne pas hésiter évidemment dans tout le respect, etc., mais à écrire à vos députés. Parce que c'est pas vrai que c'est juste en mettant un bulletin de vote tous les 4 ans qu'on fait son travail démocratique. Là. Mais si vous souhaitez défendre un point de vue sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à vous saisir de votre pouvoir démocratique, justement, et d'écrire. Je peux vous dire qu'ils les lisent. Encore ce matin, dans une rencontre que j'avais avec le ministre Charette, on rencontre toute la société civile québécoise, le rencontrait à Dubaï, et à un moment donné, il nous a dit à la joke, avec toute la neige qui est tombée sur le Québec avant-hier, je pense, hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai reçu des centaines de messages de personnes qui disaient, avec plus ou moins de manière polie d'ailleurs, avec le froid et la neige qu'il y a, comment osez-vous encore nous parler de changement climatique? Donc, c'est le genre de choses qu'il reçoit. Donc, ce serait bien aussi qu'on contrebalance les choses. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous deux en attendant des questions du public. Donc, une des mouvances du paysage politique québécois en ce moment, c'est la coalition Avenir Québec qui est en panique et qui perd du terrain face au Parti québécois pour des raisons diversifiées. Quelles opportunités est-ce que ça représente d'un point de vue influence et quelles opportunités, quelles menaces est-ce que ça représente selon vous? Il y a c'est un parti québécois qui est très très fort dans une mouvance identitaire et donc qui va imposer des menaces très très difficiles à quelconque programme de justice climatique. Donc essayer ça va être très difficile pour certaines alliances qu'on essaie de construire. Et en même temps, c'est un parti québécois qui a essayé d'envoyer des signaux très forts de renouveau, de personnes jeunes dedans, de soucis écologiques, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, personnellement, je suis membre d'aucun parti politique. Sans dire que, pour le moment, moi, ce sur quoi je travaille, ce sont les enjeux miniers. Je vous dirais que, tu sais, peu importe le parti, là, il n'y a pas vraiment de leader sur les enjeux miniers là, au Québec. Alors, on a une approche assez, en fait, très non partisane, ce qui doit, en fait, je dirais pas nous rassurer, mais c'est comme ça reste une opportunité quand il y a un gouvernement qui est un peu en déroute comme ça, de revenir à la charge avec nos messages connectés sur le terrain. C'est important
d'avoir plus que jamais ce lien-là très fort avec les gens, le peuple, là. Et parce qu'au final, c'est sûr qu'à l'approche d'élections critiques, ben, c'est ce qui peut faire la différence. Quand on parle au Québec, mais c'est la même chose au fédéral. Puis on le voit là, au fédéral, le parti qui est en ascension, il y a encore du chemin à faire avant les élections fédérales, certes, mais si on peut s'attendre à des batailles quand même aussi encore renouvelées face aux hydrocarbures, des contestations, voire même peut-être de la loi contre les infrastructures de transport d'hydrocarbures au Québec, parce que ça reste le souhait des conservateurs d'acheminer les hydrocarbures des prairies à travers le Québec. Fait on va être confronté à ces plans-là politiques, mais en ce qui concerne le Parti québécois, moi, je suis pas le plus renseigné, là, je dois l'avouer, mais il reste que sur leur plateforme environnementale, mais il reste que c'est un parti qui est en reconstruction, là. Forcément, on le sait, qui a fait quand même des bonnes choses dans le passé, mais des moins bonnes également, hein, sur la question notamment des hydrocarbures. Ils sont pas liés aux erreurs du passé, mais ce qui va les lier beaucoup avec leur avenir politique, leur programme, c'est justement les prochains mois, les prochaines années, là, qu'est-ce qu'on arrive à imposer comme message, comme demande dans la société. Il y a une forte mouvance, je dirais, transpartisane envers une certaine, comme Anne-Céline le disait, lourde électrification de la société, pas juste des transports, de la société. Ça va être à ces parties-là de proposer des alternatives, mais des réelles alternatives. Là, ça, on verra quelles vont être les contre-propositions. Parce que moi, je vous cache pas quand même une grande préoccupation derrière toute cette mouvance-là politique vers encore un modèle ultra lourd au niveau industriel, même si on prône qu'il est soi-disant vert, ce ne sera pas sans impact sur la biodiversité, sur l'environnement, sur l'eau. Et ouais, fait que que ce soit le PQ, que ce soit les libéraux, que ce soit les Québec solidaire, les conservateurs au Québec, la coalition Avenir Québec ont quand même pavé une espèce de direction, là. Sans dire qu'il y a un point d'inflexion, mais il faut revenir à un mode de société beaucoup plus sobre dans notre consommation. Puis ce projet de société-là, il n'est pas gagnant, mais il faut qu'on impose quand même des demandes de la part de la société civile en ce sens-là. Ça sera pas facile. Mais si je peux compléter sur le volet plus CAC, en fait, il y a du bon et du mauvais dans leur débandade actuelle, j'ai envie de dire. Le bon, ça peut vouloir dire aussi qu'ils vont peut-être être un peu moins arrogants et qu'on aura plus de facilité à leur parler. Mais il ne faut pas non plus être naïf sur le fait que ça peut aussi les amener à se durcir vers leur droite, parce que c'est leur électorat de base. Et donc peut-être de se positionner encore un peu plus dur, de façon un peu plus dure sur certains enjeux dans l'environnement. Donc moi, je balance entre les deux, là. En 3 ans, ils peuvent en faire des affaires. C'est ça. Quand on le sait, la rapidité qu'ils peuvent adopter des lois, surtout sur le bâillon, avec la grande majorité qu'ils détiennent, il y a des grosses décisions qu'ils peuvent prendre en 3 ans, puis malheureusement, on a plus ou moins de temps à perdre là, avec des dérives vers la droite, comme Anne-Céline le craint. C'est une crainte partagée. Ouais, c'est ce qu'on voit avec le transport en commun. Je vais donner, donc vraiment, si vous êtes dans le public, s'il vous plaît, interrompez-moi, parlez, parce que sinon, je vais juste prendre mon privilège d'animateur pour orienter la conversation. Moi, j'aimerais parler d'un mot qui fait peur, c'est le mot stratégie, et entendre vos pensées là-dessus, parce que un des trucs que je remarque dans le discours militant, c'est qu'on se concentre souvent sur des choses qui sont très en surface.
C'est-à-dire, on se demande, est-ce qu'une manif, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'un BAP, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'une élection, ça sert à quelque chose, finalement? Et on se demande pas quels sont les mécanismes de changement un peu plus larges qu'on peut aborder, donc, et quelles sont les différentes approches qu'on peut avoir pour orienter les changements. Donc, j'aimerais, avec les 5 minutes qui nous restent, juste vous entendre parler sur quelles ont été vos pratiques stratégiques, etc. Il y a un savoir, il y a un savoir de victoire citoyenne au Québec, etc., qui se constitue, qui se transmet, etc. Donc, qu'est-ce que c'est une stratégie militante pour vous, et comment vous la pratiquez? Et quels seraient vos conseils pour contextualiser toutes ces questions qu'on se pose tout le temps sur est-ce que tel ou tel événement est utile? Ben, je commencerai par dire c'est pas tel ou tel événement qui est utile. Une manif en soi, si elle est seule, elle ne servirait pas à grand-chose. Comme une action de désobéissance civile, par exemple, si elle arrive à un mauvais moment dans la stratégie, ou si elle arrive, tu sais, ou si elle n'est pas bien pensée, elle ne donnera pas grand-chose non plus, voire même elle pourra, il y aura, elle pourra causer un backlash, là, tu sais. Moi, mon expérience, tu sais, dans mes rôles de coordination de coalition, donc la coalition contre Énergie-Est, la coalition contre GNL Québec, j'ai été aussi la coordination du Front commun pour la transition énergétique. De ce que je retiens de ça, c'est que ce n'est pas une technique. C'est de déployer tous les outils du couteau suisse au bon moment, tu sais. Et c'est l'ensemble, tu sais, c'est l'ensemble, tu sais, qui fait une victoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas vouloir que tout le monde marche dans le même pas, surtout pas, justement. C'est au contraire de tabler sur les forces différentes de chacun et d'en faire, de les faire de faire en sorte qu'elles se complémentent. Tu sais. J'utilise souvent l'image de un orignal, là, s'il est attaqué au jarret par un loup, il va kicker, puis il va s'en aller, puis that's it. Alors, s'il est attaqué par une meute de loups, ben, il est à terre et il finit par mourir. C'est un peu ça l'image, par exemple, Énergie-Est, puis GNL, on a fait exactement la même chose. C'est qu'on les a attaqués de tous bords, tous côtés et avec plein de stratégies différentes. C'est qu'on a à la fois fait des manifestations, on a à la fois participé de manière historique au BAP, par exemple, GNL Québec. Et c'est des centaines de citoyens qui ont rédigé des mémoires, près de 4000 participations, ce qui ne s'était jamais vu. On a fait des relations politiques, on a parlé aux dirigeants, on a fait ce qu'on appelle du travail à l'interne, là, des relations gouvernementales. Il y avait une stratégie médiatique aussi, on fournissait les médias en information. On mobilisait sur le terrain de manière très grassroots, avec Rodrigue notamment, avec la coalition Fjord, mon Dieu, je cherchais le mot. Les séances d'information citoyenne. C'est l'ensemble de ces actions-là qui amènent à une victoire. C'est pas l'une ou l'autre. Il n'y a pas de... c'est comme le fameux grand soir que tout le monde attend depuis des années, qui n'arrivera jamais. Il faut comprendre que tout ça se construit. Ça prend du temps, certes, mais c'est comme un jeu d'échecs, avec différentes pièces, pions, que tu bouges à certains moments et pas à d'autres. C'est comme ça qu'on mène des combats. Là. Rodrigue, dernier mot. Je te laisse là-dessus, Louis, parce que ça lisait dans mes pensées. Ça sert à rien que je répète avec l'heure qu'il est. Fait que c'est bien correct. Merci, Anne-Céline. Du coup, on va passer la balle à Marie. Oh, ok, je l'attrape. Écoutez, merci beaucoup. Hein, c'était super intéressant. Moi, j'ai pris plein de notes et tout. C'est vraiment une question de la participation citoyenne et aussi la mobilisation par la même
la même chose, ça m'intéresse énormément, donc je suis vraiment super contente d'avoir pu vous entendre là-dessus. Puis j'invite les participantes qui restent à répondre au sondage qui va être mis dans le chat pour qu'on puisse s'améliorer encore mieux l'année prochaine. Puis c'était vraiment un plaisir de vous avoir encore une fois partout à travers le monde. Je sais qu'il est tard, reposez-vous bien. Puis pour les autres participantes, on a d'autres panels demain aussi. Donc n'hésitez pas à y participer. Ça nous fera un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci Marie, merci Anne-Céline, oui, tout le monde. Merci à Bonne vous journée. tous. OK, Ciao. au revoir.